Et donc, à travers cette prime, la collectivité souhaitait vraiment apporter toute la reconnaissance à ces agents qui ont été mobilisés au service des FEC-Emploi et ont assuré ce service minimum et ce plan de continuité des services municipaux. Nous invitons à en délibérer. Merci David. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais intervenir en disant qu'il est évident que nous voterons la prime pour le personnel, mais ce n'est qu'une prime et reste posé tout le problème des rémunérations de ce personnel, parce qu'on en a fait des héros, et c'est bien sûr des héros, c'est des gens qui ont mouillé la chemise pendant cette période-là, mais la prime, c'est une fois, le salaire qui augmente, un peu comme pour les soignants. Je pense qu'il faut à tout prix aussi que les salaires de ces gens-là deviennent des salaires décents, puisqu'ils sont bloqués depuis 10 ans, et c'est une vraie question pour nous de faire évoluer ces salaires à ces gens dans les grilles de salaire. Oui, vas-y. Alors, dire que les salaires sont bloqués depuis 10 ans, on parlait sans doute du point d'indice, donc qui est le traitement de base. Vous savez que la rémunération des agents de la fonction publique territoriale sont composées et du traitement indiciaire, mais également ce qu'on appelle du régime indemnitaire, donc des primes. Donc c'est cette partie-là où la collectivité a une marge de manœuvre. Pour le traitement indiciaire, bien entendu, nous sommes cadré par le statut de la fonction publique avec les grilles indiciaires. Donc là-dessus, la collectivité n'a pas de marge de manœuvre sur le traitement indiciaire. C'est seulement sur le régime indemnitaire que la collectivité peut en effet avoir un effet de levier. Nous avons travaillé déjà lors du précédent mandat avec les partenaires sociaux pour pouvoir transposer le régime indemnitaire, le fameux RIF 7, qui a été mis en place dès 2016. Donc de pouvoir le revoir à nouveau sur cette prochaine mandature. C'est un engagement qui avait été pris lors de la fin du précédent mandat, donc un engagement qui va nécessiter un dialogue social important ces prochains mois. Donc pour acte, je sais que la prime, c'était à la possibilité de la municipalité. Je sais que le restant dépend évidemment des services nationaux, mais je rappelle, et ça sera un de nos combats dans le conseil municipal, de faire évoluer les gens, alors non seulement au niveau financier, mais aussi dans la classification avec les formations adéquates qui leur permettent d'évoluer dans leur métier. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. À disposition du DGS de la communauté d'agglomération au profit de la ville de Fécamp. Donc il s'agit d'un renouvellement donc de mise à disposition du directeur général des services de la communauté d'agglomération de Fécamp au profit de la ville de Fécamp à hauteur de 50%. Nous invitons à en délibérer. Donc pour nous, il apparaît assez surprenant qu'une personne entière n'arrivait pas à faire le travail, qu'une demi-personne puisse le faire. C'est votre choix, évidemment, mais c'est pas le nôtre. On pense qu'il faut un DGS à la commune. Je m'exprimerai par rapport à ça. Je signale d'ailleurs que la Cour des comptes a aussi donné son avis par rapport à ça, qui est un avis un peu le même que le mien. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça ne veut pas dire que avoir un DGS, ça ne veut pas dire que vous n'employez pas d'autres personnes éventuellement derrière. Il peut y avoir des adjoints et en effet, c'est évidemment envisagé que M. Cardon puisse avoir des adjoints. Vous nous présenterez... L'idée, c'était la mutualisation, mais là, on vous présente juste la mutualisation, la mise à disposition. Vous pourrez nous présenter lors d'un prochain conseil municipal l'organigramme de direction. L'organigramme, vous l'aurez, bien sûr. Les décisions qui ont été prises sur délégation du conseil municipal, hein, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Eh bien, c'était une communication également. Attendez, et donc, je voulais intervenir. Oui, sur quoi? Je trouve surprenant qu'on signe un contrat avec Total Énergie, alors que je pense que les orientations actuelles sont plutôt pour choisir des entreprises décarbone plutôt que des entreprises qui carbonent. Et je suis assez surpris qu'on ait signé un contrat avec Total Énergie, alors qu'on va travailler avec les éoliennes offshore, avec les éoliennes, avec EDF. Je suis un peu surpris qu'on quitte ce giron. Tout ce qui est là, il y a des commissions d'appel d'offres. Hein. Vous verrez, nous sommes, puisque vous serez membre également de la commission d'appel d'offres, donc vous verrez comment nous fonctionnons. Nous mettons dans tous les appels d'offres des clauses environnementales importantes. Et bien, quand la commission d'appel d'offres elle se réunit et que l'ensemble des critères sont réunis, nous ne pouvons pas faire autrement que d'attribuer aux entreprises qui répondent à l'ensemble des critères qui sont en général le prix, la technique
et l'environnement. À chaque fois, vous le constaterez, puisque nous parcourons avant l'attribution l'ensemble des critères qui nous ont été proposés auparavant. Et on est attentif également à mais on ne peut pas empêcher une entreprise de répondre à un appel d'offres et quand elle répond à l'ensemble des critères, de lui attribuer le marché. Oui, sauf que là, pour Total, c'est au même prix. Donc, il y a sans coût supplémentaire, c'est écrit. Et puis, Total a quand même pas une image très verte, quoi. Alors, on souhaite quand même qu'on travaille à faire travailler des gens qui sont un peu plus verts. Et puis, je pense qu'EDF a une autre image. Monsieur Louiset, si l'image était un critère que l'on puisse mettre dans les appels d'offres, cela se saurait. Je vous dis, nous travaillons sur des critères techniques qui sont précis, notamment sur le plan environnemental, où on demande, alors peut-être qu'il faudra qu'on soit encore plus vigilant là-dessus, mais je vous assure que là, les entreprises qui répondaient, elles répondaient à l'ensemble des critères qui avaient été définis, et notamment en termes de protection de l'environnement. En toute transparence, je vais demander à Monsieur Cardon ou à Julien de transmettre à Monsieur Louiset, s'il vous plaît, le rapport d'attribution de ce marché. Comme ça, vous verrez quels sont les critères qui ont été retenus. Je pense qu'on parle bien d'électricité. Comment ? On parle bien d'électricité. Oui, mais vous verrez. Parce que dedans, il y avait aussi, pour que les entreprises de mémoire, parce qu'on s'était posé la question, ça nous avait paru étrange que ce soit Total, pour tout vous dire. Et donc, il y avait, en gros, dans tout ce que vous produisez, quelle part faites-vous aux énergies renouvelables ? Et vous verrez. Comment ? J'ai une question sur les subventions. J'ai vu qu'il y a des avances qui avaient été faites à des associations. Oui. Et on ne retrouve pas plus loin la subvention pour l'association. J'ai vu qu'il y avait eu une avance qui avait été faite. Parce qu'on a fait une délibération. Les avances aux subventions, on a fait une délibération. Elles sont pas. C'est pas là-dedans, c'est ça ? Qu'est-ce que vous retrouvez pas ? Je suis surpris que l'association existait et ait eu une avance et qu'après elle n'ait pas touché de subvention dans ce que vous avez envoyé. Juste dans le document. Donc c'est bien écrit en page. Donc, vous êtes où ? Alors, sur les décisions... Dans les décisions 2020-29, c'est ça ? Attribution de subventions aux associations ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, donc, vu la délibération numéro 32 du conseil municipal de Fécamp réunie le 17 décembre 2019, portant avance de subventions aux associations existantes, Aransor, Théâtre Le Passage, USF Basket et versement d'une subvention à l'association USFT. Et quand on regarde dans les subventions qui ont été versées, donc on retrouve toutes ces associations, sauf exister. Julien ? C'est une coquille ? C'est peut-être une coquille. Sans doute, je pense. De mémoire, c'est une coquille. Je pense qu'on avait présenté exister en même temps que Fécamp Plus et les autres. Oui, mais à confirmer peut-être. Il n'est pas dans le document. Vous avez vérifié, ils l'ont eu la subvention ou pas ? Est-ce qu'il y a des responsables d'exister là ? Non. On va vérifier. Vous l'avez eu ? Vous l'avez eu ? Comment ? L'avance, vous l'avez eu, on parle de l'avance là. Bon, donc c'est une coquille. Ouais, il y a un oubli, puisqu'en effet, merci. Donc vous avez bien eu l'avance. D'accord. Merci. De mémoire, on a toujours, au niveau des fonctionnements, il y a toujours quatre intitulés, Aransor, la Maison des Jeunes et la Culture, Le Passage et Exister. En fait, il s'agit des associations qui, notamment, ont du personnel et qui ne peuvent pas attendre au niveau comptabilité et trésorerie le vote des subventionnels et qui ne peuvent pas attendre au niveau comptabilité et trésorerie le vote des subventions. Notre prochain conseil municipal donc, se tiendra ici. Le 24, donc vendredi 24 à 18h également. Donc merci de bien vouloir le noter. Oui. Je voudrais encore faire une intervention sur le service public. Depuis le confinement, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, le Trésor public
ne sont plus accessibles au public. Les boîtes aux lettres sont obturées par des rivets ou des vis. Cependant, les gens continuent à mettre le courrier et tout le courrier est entassé et déchiré. La population la plus fragile, celle qui est victime notamment de la fracture numérique, ne peut plus avoir de rendez-vous ou de renseignements. Alors, nous demandons que le conseil municipal vote une résolution demandant aux directions de ces établissements de voir comment on peut réouvrir pour que ce service public soit ouvert et que les gens puissent y accéder. C'est surtout les gens les plus défavorisés. Donc, je demande à ce qu'il y ait un vote du conseil municipal par rapport à ça et qu'il y ait une intervention auprès des responsables de façon à ce que, dans le cadre de la réglementation Covid-19, ces gens-là puissent être reçus et puissent monter leur dossier. Alors, merci Monsieur Louiset, mais nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer. Et donc, je vous ai indiqué que cette démarche, elle a été faite. Je suis intervenue auprès du directeur régional de la Caisse primaire d'assurance maladie. En effet, pour indiquer que j'étais un peu émue, même si les permanences avaient lieu de la même manière, etc., mais au moins on pouvait mettre le courrier dans la boîte aux lettres. Ce qui m'a été répondu, c'est qu'en effet, s'il s'agissait eh bien de pouvoir prendre des rendez-vous par téléphone pour avoir des rendez-vous en présentiel, ils existent tout de même, mais c'est difficile d'accès puisqu'on a vérifié et on met une demi-heure ou 3/4 d'heure pour arriver à prendre le rendez-vous, donc c'est pas satisfaisant. On est aujourd'hui dans cette situation où on le voit aussi dans les services de l'État, où aujourd'hui c'est extrêmement compliqué parce que tout le monde n'a pas repris. Et ces organismes-là jouent entre guillemets un peu en nous disant nous, ce sont nos agents que nous protégeons aussi et venez négocier avec nos syndicats pour que éventuellement on puisse retourner un peu plus en présentiel. Enfin, on est vraiment dans cette situation où en tous les cas l'alerte, croyez-le bien, a été faite sur notamment la boîte aux lettres. Moi, je me demandais, et c'est la proposition que je lui ai faite, il m'a dit qu'il allait l'examiner, je me demandais si, au fond, on pouvait pas, nous, avoir, après tout, une boîte aux lettres, et puis qu'on leur transmette la globalité au Havre pour, en effet, les personnes qui ont du mal à se déplacer. Ça ne résout pas le problème de la difficulté d'avoir au téléphone, mais je vous dis, ça, malheureusement, c'est pas un problème qui vient de sortir, c'est un problème que nous avons depuis plus d'1 an, puisque ce mode d'organisation ne date pas de mars 2020 ou de mai, de la sortie du déconfinement, mais est à Fécamp depuis mars 2019. Donc, je voulais intervenir sur ces services publics. Je pense que notre arrivée, nous, au conseil municipal, on ne peut plus laisser partir les services publics. Il y en a déjà trop de partis à Fécamp. Il faut absolument qu'on ait des services publics de qualité et qu'on n'en laisse plus partir un seul. Aujourd'hui, on ne sait plus faire une retraite à Fécamp. Et ça, il faut que ça revienne à Fécamp. Alors, votre proposition, évidemment, qui est une proposition de bon sens en disant on va prendre la boîte aux lettres, mais moi j'ai bien peur que si on prend la boîte aux lettres, ils nous disent maintenant vous avez la boîte aux lettres, on ne vient plus à Fécamp, quoi. Et ça c'est toujours le problème qu'on a avec ces services publics qui essayent de baisser sans arrêt leur effectif, mais qui baissent en même temps la prestation et qui évidemment ce sont toujours les plus démunis qui trinquent. Et je pense que, alors après, qu'on ait une démarche collective, on peut avoir les deux démarches. On peut avoir une démarche collective en disant remettez un service public avec la protection, et puis on peut avoir une situation intermédiaire. Mais ne prenons pas leur part, qu'ils assument leur part et qu'ils prennent la responsabilité de l'assumer. Ne laissons plus partir un morceau de service public de Fécamp. Monsieur Louiset, vous croyez qu'on vous a attendu pour défendre les services publics ? Pardonnez-moi, autour de cette table, il y a des élus qui ont siégé dans la majorité dans l'opposition et qui régulièrement se sont émus des départs des services publics. Et comme vous le dites, qu'est-ce qui s'est passé régulièrement ? Eh bien, on a pallié aux fermetures. Quand la ville de Fécamp, l'agglomération est obligée d'intervenir sur le financement de la ligne Fécamp-Bréauté, on était tous ensemble. C'était pas l'État, c'était la région à l'époque. Donc, vous voyez, on a tous, à un moment donné, aussi besoin d'avoir des participations des uns et des autres. Et nous, le rôle de la collectivité, comme nous, on est en direct. On dit souvent les maires, les élus municipaux, ils sont à portée de baffe. C'est un peu ça.
Nous, on vient nous voir et on nous dit concrètement, regarde, ça va pas. Donc, il faut bien qu'on essaie de trouver des solutions. Et moi, je vois bien que par rapport à une décision que je ne comprends pas parce que je la trouve absurde, je vous dis, cette fermeture de boîte aux lettres, je vois pas quel est le problème alors qu'il y a du personnel à l'intérieur. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, il faut juste qu'on m'explique. Et comme on n'a pas d'explication à me donner, eh bien, j'essaie de trouver une solution parallèle. C'est ce qu'on attend de nous aussi. Parce que je peux faire la maline en disant j'accepte pas, n'empêche que je résous pas le problème pendant ce temps-là. Donc pour une boîte aux lettres et pour faciliter la vie, eh bien je considère que ça c'est peut-être, ce n'est pas renoncer, je crois, d'offrir ce service. Je suis d'accord avec vous que sur certains combats, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Là, pour quelque chose qui est aussi utile au quotidien, on va pas se braquer, quoi. Non, mais le problème, là, sur les retraites, bon, je fais beaucoup de dossiers de retraite, il n'y a plus rien. Si on continue à laisser la caisse primaire d'assurance maladie partir, il n'y aura plus rien. Et je pense que il faut, à un moment, savoir leur dire, écoutez, ça suffit, si on vous fait ce service-là, vous le payez, parce que eux ça fait ça au moins à payer pour eux, ça fait un service, si on peut le pousser, parce que c'est tous les services publics qui sont comme ça. Dans notre pays, tous les services publics s'en vont. Je pense qu'il faut ramener du service public. On a besoin de service public. Ce qui nous a sauvés dans cette période du Covid, et on a vu tous ces gens à qui vous avez donné des primes, c'est le service public qui a assumé. Et le service, et au niveau et de la les médecine, bénévoles. Et les bénévoles. Les associations également. Oui, je sais que les bénévoles ont aussi participé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de cette déclaration. Écoutez, bonne soirée à vous tous.